Voici le récit complet en français, sans marquage, inspiré du thème de la réincarnation avec Kurt Cobain, Seattle, Washington, 12 mars 2015. Un après-midi froid et gris, typique du nord-ouest américain. Une famille ordinaire se promène dans le quartier de Capitol Hill lorsque l'impensable se produit. Léo, un garçonnet de seulement 6 ans, s'arrête brusquement devant la vitrine d'un magasin de disques vintage. Son regard est captivé par une affiche délavée de Kurt Cobain. « Maman, c'est moi quand j'étais célèbre. » La mère, Jennifer, esquisse un rire nerveux. « Chérie, c'est un très vieux chanteur. » Mais Léo ne bouge pas. Il pointe directement l'homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus sur la photo et répète avec une conviction qui glace le sang. « Non, maman, c'est moi. J'étais célèbre. Je jouais de la guitare pour des milliers de personnes et elle criait mon nom. » Un frisson parcourt l'échine de Jennifer. Comment son fils de 6 ans pourrait-il connaître Kurt Cobain? Ils n'ont jamais écouté Nirvana à la maison, jamais évoqué le grunge ou les icônes des années 90. Il y a 2 ans, Léo balbutiait à peine. « Léo, tu n'as jamais vu cette photo de ta vie », intervient le père, Marc, tentant de rationaliser la situation. « Si, je l'ai vu, papa. Je me souviens de l'odeur de la scène et de la lumière brillante sur la foule. Il y avait tellement de bruit que mes oreilles sifflaient pendant des jours. » Les parents échangent un regard pétrifié. Comment diable pourrait-il savoir ces choses? Je peux vous le prouver, déclare Léo avec le sérieux d'un homme mûr. Je connais des secrets que personne d'autre ne sait. Je sais où j'ai caché des choses importantes. Je connais des chansons que je n'ai jamais enregistrées. Jennifer prend la main de son fils, essayant de retrouver son calme. Rentrons à la maison, Léo. D'accord, maman, mais un jour tu me croiras. Je te le jure. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est considéré par les spécialistes de la réincarnation comme le cas le plus documenté et le plus troublant jamais enregistré depuis l'an 2000. Un récit qui va défier toutes vos certitudes sur la vie, la mort et la persistance de l'âme. Car ce qui a commencé comme un simple caprice d'enfant allait se transformer en l'enquête la plus dérangeante de ces 20 dernières années. Ce que Jennifer et Marc venèrent de vivre n'était qu'un avant-goût. Durant les semaines qui suivirent, le comportement de Léo prit une tournure qui glaça le sang de ses parents. À la maison, le petit garçon se mit à fredonner des mélodies complexes au style grunge qui n'avaient jamais été diffusées. Quand sa mère lui demandait où il avait appris ces airs, Léo répondait avec un naturel déconcertant. « C'est moi qui les ai écrites quand j'étais grand. » Le premier incident véritablement inquiétant survint lors d'un dîner familial. Alors qu'il jouait avec ses petites voitures, Léo se mit soudain à parler avec une intonation mélancolique et désabusée qui n'appartenait pas à un enfant de son âge. Ses parents étaient abasourdis. Léo connaissait à peine quelques expressions apprises à l'école. « Je vivais dans une grande maison à Seattle », murmura-t-il tout en faisant rouler un camion, avec Courtney et Francis. La maison sentait toujours la fumée de cigarettes et le bois humide. Jennifer se leva tremblante. « Léo, d'où te viennent ces mots? Qui est Courtney ?» Léo la fixa avec un regard qui semblait porter le poids de décennies. « C'était ma femme, maman. Et Frances était ma fille. Elle me manque terriblement. » Mais la révélation la plus effrayante eut lieu 1 semaine plus tard. Marc décida de passer un disque de Nirvana pour observer la réaction de son fils. Lorsque les premières notes de Smells Like Teen Spirit retentirent, Léo se précipita vers la chaîne Hi-Fi et hurla. « Éteins ça, éteins. C'est pas comme ça que je voulais le mixer. Butch a tout compressé. Il n'a rien compris à ce que je voulais vraiment. » Les parents restèrent figés. Comment un enfant de 6 ans pouvait-il connaître le nom du producteur historique de Nirvana, Butch Vig? Léo s'effondra en larmes. Entre 2 sanglots, il répétait « J'ai écrit cette chanson. Je l'ai écrite dans le sous-sol quand tout le monde dormait. C'était pour dénoncer l'absurdité de la société. » Jennifer serra Léo dans ses bras, mais le garçon continua de pleurer. « Maman, pourquoi je ne peux plus jouer? Où est ma guitare? Où est ma Mustang gaucher ?» Cette nuit-là, les parents ne trouvèrent pas le sommeil. La situation défiait toute logique. Leur fils de 6 ans ne se contentait pas de connaître des détails intimes de la vie de Kurt Cobain. Il en parlait comme s'il était lui. Et le plus terrifiant restait à venir.
3 semaines après cet épisode, Jennifer prit une décision radicale. Cherchant désespérément à comprendre, elle emmena son fils à une grande exposition consacrée au grunge et à Nirvana au Museum of Pop Culture de Seattle. Son plan était simple. Si Léo s'imaginait réellement être Kurt Cobain, ce lieu mettrait un terme définitif à son fantasme. Le 5 avril 2015, exactement 21 ans jour pour jour après la découverte du corps de Kurt Cobain, la famille franchit les portes du musée. Léo marchait calmement, main dans la main, avec sa mère. Mais tout bascula dans la première salle. Léo lâcha la main de sa mère et courut vers une vitrine spécifique. Ses petites mains se plaquèrent contre le verre. Ses yeux s'emplirent de larmes. « C'est ma guitare », s'écria-t-il en désignant la Fender Mustang bleue exposée. « Je l'ai jouée au MTV Unplugged. Elle avait un son si doux, si triste. Il y a une rayure ici, » dit-il pointant un endroit précis où des années plus tard, des experts confirmeraient la présence d'une minuscule éraflure invisible sur les photos. Le guide de l'exposition, un certain Thomas, s'approcha intrigué. « Petit, c'est bien la guitare de Kurt Cobain, mais il n'y a pas de rayure visible. » Léo le regarda, les yeux embués. « Si, elle y est, sur le côté du manche. Je l'ai faite en cognant contre l'ampli pendant les répétitions de Heart-Shaped Box. » Un frisson parcourut Thomas. Ce détail ne figurait dans aucune biographie, dans aucun livre. C'était une information que seul Cobain lui-même ou ses plus proches auraient pu connaître. Mais Léo ne s'arrêta pas là. Il se dirigea vers une autre section comme s'il connaissait les lieux par cœur. Il s'arrêta devant une photo en noir et blanc de l'intérieur de sa maison au 171 Lake Washington Boulevard. « J'ai passé mes derniers jours ici, » murmura-t-il. « C'était mon refuge, mais aussi ma prison. Courtney voulait toujours que je me désintoxique, mais je ne pouvais pas. La douleur était trop forte. » Jennifer s'approcha, tremblante. « Léo, comment sais-tu tout ça? »« Parce que j'y étais, maman. Regarde !» Il désigna un coin précis de la photo. « C'est là que je cachais mes carnets de textes inachevés derrière le radiateur du salon. Personne ne les a jamais trouvés. » Thomas travaillait pour l'institution depuis 10 ans. Il avait lu tous les ouvrages sur Cobain, mais il n'avait jamais entendu parler de cette cachette spécifique. « Gamin, » lui dit Thomas, la voix mal assurée, « peux-tu me dire autre chose sur cette maison ?» Léo le regarda et répondit avec le sérieux d'un adulte. « Il y avait une serre à l'arrière où je m'asseyais pour écrire. J'y ai écrit « You Know You're Right » quelques jours avant ma mort. C'était ma dernière chanson, celle qui résumait tout ce que je ressentais. La douleur, la trahison, l'impossibilité de continuer. Les parents de Léo et Thomas se regardèrent en un silence de plomb. L'enfant venait de livrer des informations que même les biographes les plus avertis ignoraient avec une telle précision. Mais ce qui se produisit 2 jours après l'exposition plongea la famille dans un désarroi total. Léo avait commencé à se réveiller chaque nuit à 3h05 précises. Ses parents le trouvaient assis sur son lit, fredonnant des chansons qu'il n'avait jamais entendues. Ce n'étaient pas des titres connus de Nirvana, mais des compositions entièrement nouvelles, étranges pourtant indubitablement dans le style de Cobain. Jennifer décida d'enregistrer une de ses sessions nocturnes. Ce que le magnétophone capta allait tout changer. Léo chantait une chanson intitulée « The Grey Sky Never Ends », une mélodie hypnotique aux paroles profondément mélancoliques sur la solitude et l'incompréhension. Sa voix, bien qu'enfantine, possédait une cadence et un phrasé qui ressemblaient à s'y méprendre à ceux de Cobain dans ses dernières compositions. Mark écouta l'enregistrement une dizaine de fois. La composition était sophistiquée, avec des progressions d'accords complexes que son fils de 6 ans n'aurait jamais pu imaginer. Mais il y avait plus troublant encore. La manière dont Léo articulait certains mots, le vibrato dans sa voix, les petits soupirs entre les vers, tout était identique au style vocal du chanteur. Désespéré, Mark contacta le docteur Sarah Chen, une musicologue de l'Université de Washington spécialisée dans la musique alternative des années 90. Il lui envoya l'enregistrement sans préciser qui chantait. La réponse du docteur arriva 48 heures plus tard et les laissa sans voix. « Cher monsieur,
La composition que vous m'avez fait parvenir est extraordinaire. Les progressions harmoniques sont typiques du style de Kurt Cobain entre 1993 et 1994. Plus surprenant encore, j'ai trouvé des références à une chanson similaire dans des notes de studio jamais publiées. Il existe une mention dans le journal de production de In Utero où Cobain parlait d'une chanson sur le ciel gris de Seattle qu'il n'avait jamais terminée, la jugeant trop personnelle et trop sombre même pour lui. Les parents se regardèrent en silence. Leur fils de 6 ans venait de recréer une chanson que Cobain avait écrite des décennies auparavant, mais qui n'avait jamais été officiellement enregistrée. Le comportement de Léo prit une tournure encore plus déroutante lorsqu'il développa une obsession pour une femme qu'il n'avait jamais vue, Courtney Love. Tout commença en décembre 2015 quand Léo se réveilla en larmes à 5h30 du matin. Entre deux sanglots, il répétait sans cesse « Où est Courtney ? Pourquoi elle ne vient pas me chercher ? Elle avait promis qu'on resterait toujours ensemble malgré tout. » Jennifer tenta de le calmer, mais Léo était inconsolable. Elle a des cheveux blonds décolorés et elle porte toujours du rouge à lèvres foncé. Elle chante aussi, mais d'une manière différente de moi. Pourquoi elle n'est pas là ? Les parents étaient alarmés. Léo n'avait jamais vu de photo de Courtney Love chez eux. Comment pouvait-il décrire si précisément l'icône du rock alternatif des années 90 ? Le plus effrayant se produisit l'après-midi même. Léo s'assit par terre avec des crayons et du papier et se mit à dessiner. En moins d'1 heure, il avait créé un plan détaillé d'un intérieur que ses parents ne reconnurent pas. Des murs couverts de posters punk, une bibliothèque remplie de vinyles, une guitare Fender au centre, des dizaines d'objets hétéroclites et un canapé défoncé. « C'est ma maison avec Courtney », expliqua Léo, en montrant chaque détail. « La guitare est là pour que je puisse composer la nuit quand l'insomnie me ronge. Courtney s'assoit toujours sur ce canapé pendant que je joue. Et là, il désigna un coin. C'est l'endroit où on gardait nos médicaments. J'en prenais trop, bien trop. Marc prit le dessin, les mains tremblantes. Le niveau de détail était impossible pour un enfant de 6 ans. Cette nuit-là, pendant que Léo dormait, Marc fit une recherche sur Internet, sur la maison de Kurt Cobain et Courtney Love, à Seattle. Ce qu'il découvrit le laissa pétrifié. Les photographies de l'intérieur correspondaient exactement au dessin de Léo. La guitare, les murs sombres, la profusion d'objets, tout coïncidait parfaitement. Le lendemain, Léo accomplit un geste qui glaça le sang de ses parents. Dans la salle d'attente du médecin, il tomba sur un vieux magazine avec une petite photo de Courtney Love. À l'instant où il la vit, Léo se jeta sur la revue, la serra contre sa poitrine et se mit à pleurer. C'est elle, c'est ma Courtney. Maman, tu peux l'appeler ? Dis-lui que Léo est là, dis-lui que Kurt l'attend toujours. Cette nuit-là, Léo dit à sa mère une phrase qui la hantrait des semaines durant. « Maman, je dois retourner à Seattle. Je dois aller à la maison sur le lac Washington. Il faut que Courtney et Francis sachent que je suis revenu. » 3 semaines plus tard, à la veille du Nouvel An 2016, la famille prit la décision la plus folle de leur vie. Ils décidèrent d'aller à l'adresse exacte où Kurt Cobain avait vécu ses derniers jours. Ce n'était pas un voyage d'agrément, mais une quête désespérée de réponses. Le trajet en voiture dura 1 heure. Léo resta silencieux, le regard perdu. De temps en temps, il murmurait « On arrive bientôt à la maison. Courtney va être si surprise de me revoir. » Mais c'est en arrivant devant la propriété que l'incroyable se produisit. Léo, qui n'avait jamais mis les pieds à cette adresse, commença à donner des indications précises. La maison est juste là. Il y a un grand portail vert et une allée en gravier. La serre est derrière, cachée par les arbres. C'est là que je passais mes dernières heures. Marc et Jennifer descendirent de la voiture, stupéfaits. Tout correspondait exactement à ce que Léo décrivait. L'enfant courut vers le portail et posa ses petites mains dessus. « Je suis rentré », murmura-t-il. « Je suis rentré à la maison. » Alors qu'il se tenait là, une femme d'une 50aine d'années, la propriétaire actuelle, s'approcha. « Tout va bien ?» Le petit a l'air bouleversé. Léo leva la tête et la fixa. « Vous êtes nouvelle ? Je ne vous connais pas. Où est passée la famille qui vivait ici avant ?» La femme sentit un frisson la parcourir. Comment cet enfant pouvait-il savoir qu'elle avait acheté la propriété seulement 2 ans auparavant?
Petit, demanda-t-elle la voix tremblante, comment connais-tu cette maison? Léo la regarda avec une nostalgie infinie. Parce que c'est ici que j'ai vécu mes derniers jours, c'est ici que tout s'est terminé pour moi. Mais ce que Léo fit ensuite les laissa tous paralysés. Léo s'approcha lentement de l'allée menant à la serre et commença à chanter à voix basse. Something in the way, humming. Mais ce n'était pas la voix fluette d'un enfant. C'était une voix grave, mature, avec le timbre et le phrasé inconfondable de Kurt Cobain. Jennifer sentit ses jambes flageoler. Mark sortit son téléphone et commença à filmer. Léo chantait cette chanson de Nevermind avec une émotion impossible, les larmes coulant sur ses joues, comme si chaque mot ravivait une douleur profonde. Quand il eut fini, il s'effondra et se mit à sangloter. Je ne veux plus chanter cette chanson. Elle me rappelle la fin. Elle me fait toujours peur. La matinée du 8 janvier 2016, Léo se réveilla en hurlant à 4h17. Ses parents se précipitèrent dans sa chambre et le trouvèrent assis sur son lit en sueur, les yeux dilatés par la terreur. « Maman !» murmura-t-il, la voix tremblante. « J'ai encore rêvé de l'homme qui me faisait du mal. » Jennifer s'assit près de lui. « Chérie, ce n'était qu'un cauchemar. »« Non, maman, c'est un souvenir. » Léo se serra contre sa mère tremblant. « C'est un homme qui me suit partout. Il est dans ma tête. Il me dit que je suis faible, que je ne mérite pas le succès, que je devrais disparaître. » Marc s'approcha. « Léo, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il me pousse vers le bord. Papa, il veut que je parte. Il me montre le fusil dans la serre et me dit que c'est la seule solution pour arrêter la douleur. » Léo se mit à pleurer. Puis, je ressens une douleur immense ici. Léo posa sa main sur sa tête. Les parents étaient terrifiés. Ils n'avaient jamais parlé à Léo des circonstances de la mort de Kurt Cobain. Comment pouvait-il décrire la scène avec une telle précision? « Tu te souviens de quel jour c'est arrivé, Léo? C'était en avril. Il pleuvait et j'étais seul dans la serre. Courtney était parti. Francis dormait chez sa grand-mère. J'étais complètement seul. Léo s'échappa. Je voulais juste que la douleur s'arrête, mais maintenant je regrette. Je n'aurais jamais dû faire ça. » Les détails que Léo décrivait coïncidaient parfaitement avec les récits des derniers jours de Kurt Cobain. « Maman, cet homme dans ma tête va revenir. Je ne veux pas qu'il me fasse du mal. Je veux juste revoir Courtney et Francis et leur dire que je suis désolé. » 3 jours plus tard, l'impossible se produisit. Grâce au contact du docteur Chen, la famille obtint une rencontre avec une personne qui avait connu Kurt Cobain intimement. Krist Novoselic, le bassiste de Nirvana. Âgé de 50 ans, il avait accepté de rencontrer l'enfant après avoir écouté les enregistrements des chansons perdues. Le 11 janvier 2016 à 15h, ils entrèrent dans un studio d'enregistrement discret à Seattle où Krist les attendait. Léo marchait tranquillement. Quand il vit Krist qui l'attendait près d'une basse, il s'arrêta net. Ses yeux s'emplirent de larmes et d'une voix brisée, il murmura « Krist, mon ami, tu m'as tellement manqué. » Krist, qui était resté sceptique jusqu'à présent, sentit ses jambes trembler. La façon dont Léo le regardait, le ton de sa voix, la familiarité dans ses yeux, c'était exactement le regard de Kurt. Léo s'approcha lentement et tendit la main vers Krist. « On a tellement joué ensemble. Tu te souviens du sous-sol où on répétait pendant des heures? Tu te souviens de la première fois qu'on a joué « Smells Like Teen Spirit » et qu'on savait qu'on avait quelque chose de spécial? » Des larmes se mirent à couler sur les joues de Krist. Depuis 22 ans, personne ne lui avait parlé ainsi. « Tu as toujours ta basse Fender ?» demanda Léo. « Celle avec l'autocollant du logo punk dessus? Je peux te jouer la ligne de basse que je n'ai jamais pu finir pour toi ?» Léo se dirigea vers la basse et commença à jouer une ligne mélodique que Krist n'avait jamais entendue, mais dont le style était indubitablement celui de Nirvana. Ses petits doigts couraient sur les cordes avec une technique qu'aucun enfant de 6 ans ne pouvait posséder. Quand il eut fini de jouer, Léo s'approcha de Krist et lui murmura à l'oreille quelque chose qui le laissa anéanti. « Je suis désolé de t'avoir quitté comme ça. Je sais que je vous ai abandonné, toi et Dave. Mais la douleur était trop forte. Je n'en pouvais plus. » Krist regarda Léo avec un mélange de stupeur et de terreur. Cette confession existait.
C'était exactement ce qu'il avait ressenti à la mort de Kurt, cette sensation d'abandon et d'incompréhension. « Comment connais-tu ces choses » demanda-t-il la voix tremblante. Léo sourit avec une tristesse infinie. « Parce que c'est moi qui les ai vécues, Christ, et je suis venu pour te dire que ce n'était pas de ta faute. Rien de tout ça n'était de ta faute. Ce que Léo révéla à Christ en privé pendant les 30 minutes qui suivirent changea tout à jamais. Quand les parents de Léo furent rappelés dans le studio, ils trouvèrent un Christ transformé. Léo m'a raconté des choses que seuls Kurt et moi savions, leur dit-il la voix tremblante. Des détails de nos conversations les plus intimes, des secrets que je garde dans mon cœur depuis 22 ans. Léo s'approcha de ses parents. « Maman, papa, je dois vous expliquer pourquoi je suis là, pourquoi je suis revenu. » Avec un sérieux qui glaçait le sang, Léo continua. « Quand j'étais Kurt, il me restait une dernière chanson à enregistrer. Elle s'appelait « The Bridge Between Worlds ». Elle parlait de la mort, de la façon dont les regrets peuvent hanter une âme, même après la mort physique. C'était mon message d'adieu, mais je ne l'ai jamais terminé. Il s'approcha du piano dans le studio et se mit à jouer une mélodie d'une beauté surnaturelle. Sa voix, maintenant complètement métamorphosée en celle de Cobain, emplit la pièce. La chanson dura exactement 4 minutes et 27 secondes. Quand il eut fini, Léo se tourna vers eux. Cette chanson doit être partagée avec le monde. C'est mon dernier message. C'est pour ça que je suis revenu. Pour finir ce que je n'ai pas pu terminer et pour dire à ceux que j'ai laissés derrière que je suis désolé. » Christ s'approcha de Léo et le serra dans ses bras. « Kurt, mon frère, combien de temps peux-tu rester ?» Léo le regarda avec des yeux pleins d'amour et de tristesse. « Pas longtemps, mon ami. Je sens que cette expérience touche à sa fin. Les souvenirs commencent déjà à s'estomper. Mais avant de partir, promets-moi que cette chanson sera enregistrée. C'est mon héritage final, ma preuve que le véritable art survit à la mort de l'artiste. » 3 mois plus tard, Léo cessa de se souvenir d'avoir été Kurt Cobain. Les souvenirs s'estompèrent progressivement jusqu'à ce qu'il redevienne simplement un petit garçon. Mais The Bridge Between Worlds fut enregistré professionnellement avec la voix de Léo et devint l'un des phénomènes musicaux les plus extraordinaires de l'histoire moderne. Krist Novoselic déclara publiquement « J'ai joué avec Kurt pendant des années. J'ai connu son âme musicale plus profondément que quiconque, et je peux dire avec une certitude absolue que Léo, pendant une période impossible à expliquer, a été la réincarnation de mon ami et frère Kurt Cobain. » Jusqu'à ce jour, les scientifiques et les spécialistes ne peuvent expliquer comment un enfant de 6 ans a pu accéder à des souvenirs, des connaissances musicales et des talents qui appartenaient à Kurt Cobain. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont été témoins du cas de réincarnation le plus troublant et le plus vérifié de l'histoire moderne du rock. Et Léo, aujourd'hui un adolescent normal, se réveille parfois en fredonnant des mélodies qu'il ne se souvient pas d'avoir apprises, avec une nostalgie inexplicable pour une guitare Fender Mustang et une maison à Seattle qui l'appelle dans ses rêves. Une maison près du lac où le ciel gris ne finit jamais. Voici la suite et la conclusion du récit. La chanson The Bridge Between Worlds fut publiée en avril 2016, exactement 22 ans après la mort de Kurt Cobain. L'enregistrement, capturé dans ce studio de Seattle, avec la voix d'un enfant de 6 ans possédant le timbre et l'âme du leader de Nirvana, devint viral en quelques heures. Des millions de personnes à travers le monde écoutèrent cette mélodie mélancolique et troublante. Les paroles parlaient de regrets, de douleurs non résolues et d'un message d'espoir pour ceux qui restent. La presse musicale mondiale s'empara de l'histoire. Rolling Stone publia un article de 15 pages, intitulé « Le retour impossible ». Billboard consacra sa couverture à ce phénomène inexplicable. MTV diffusa un documentaire spécial où Krist Novoselic, Dave Grohl et d'autres proches de Cobain témoignèrent de l'authenticité troublante des révélations de Léo. Dave Grohl, le batteur de Nirvana, devenu leader des Foo Fighters, accepta finalement de rencontrer Léo en mai 2016. La rencontre eut lieu dans un studio privé à Los Angeles. Dave était sceptique,
préparé à démasquer ce qu'il pensait être une supercherie élaborée. Mais dès l'instant où Léo entra dans la pièce et le regarda, quelque chose changea dans les yeux du musicien. « Salut Dave !» dit Léo avec un sourire triste. « Tu as tellement grandi depuis la dernière fois. Tu es devenu exactement ce que je savais que tu deviendrais. Un vrai leader. » Dave sentit sa gorge se serrer. Léo s'approcha de la batterie installée dans le coin du studio. « Je me souviens de la première fois que tu as joué avec nous. C'était tellement puissant. Tu frappais les tambours avec une force que je n'avais jamais vue. Tu nous as donné une nouvelle vie. » Léo s'assit derrière la batterie, ses petites jambes atteignant à peine les pédales. Il commença à jouer un rythme que Dave reconnut immédiatement. C'était le pattern original de Smells Like Teen Spirit, mais avec des variations subtiles que seuls Kurt et lui avaient jamais discutées en privé lors des sessions de répétition. Des modifications qu'ils n'avaient jamais enregistrées, des idées abandonnées qui n'existaient que dans leur mémoire collective. Dave se laissa tomber sur une chaise, les larmes coulant librement sur son visage. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est vraiment toi !» Léo descendit de la batterie et s'approcha. « Dave, je suis venu te dire quelque chose d'important. Ce qui m'est arrivé n'était pas de ta faute. Rien de tout ça n'était de ta faute. Tu as tout fait pour m'aider. Vous avez tous tout fait. C'était juste moi. C'était ma propre obscurité que je ne pouvais pas combattre. » Dave serra Léo dans ses bras et pleura comme il ne l'avait pas fait depuis des décennies. Pendant plus d'une heure, ils parlèrent. Léo révéla des souvenirs de tournées, de moments de création, de rires partagés et de tensions musicales que seul quelqu'un qui avait vécu ces expériences pouvait connaître. À la fin de la rencontre, Dave fit une déclaration qui secoua le monde de la musique. « Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la réincarnation, une connexion spirituelle ou quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Mais ce que je sais, c'est que j'ai retrouvé mon ami aujourd'hui. J'ai retrouvé Kurt, ne serait-ce que pour un instant, et il m'a libéré d'un poids que je portais depuis 22 ans. Pendant ce temps, Courtney Love, qui vivait recluse depuis des années, refusait catégoriquement de rencontrer Léo. Elle publia un communiqué bref et cinglant. C'est une exploitation cruelle de la mémoire de Kurt. Je refuse de participer à cette mascarade. Mais en juin 2016, quelque chose changea. Léo écrivit une lettre manuscrite à Courtney, une lettre de 3 pages, dans laquelle il détaillait des moments intimes de leur relation que personne d'autre ne pouvait connaître. Il parlait de leur première rencontre au Satyricon Club à Portland, en 1990, de leur conversation nocturne sur l'art et la douleur, de la naissance de Frances Bean et de ce moment précis où Kurt l'avait tenu pour la première fois. Ils mentionnaient des surnoms qu'ils utilisaient en privé, des blagues qu'ils étaient seuls à comprendre, des secrets enfouis depuis plus de 2 décennies. Quand Courtney reçut cette lettre, elle s'enferma dans sa chambre pendant 3 jours. Elle ne mangeait pas, ne dormait pas. Elle relisait les mots encore et encore, incapable de nier l'authenticité de ce qu'elle lisait. Finalement, le 15 juin 2016, elle accepta de rencontrer Léo. La rencontre eut lieu dans une propriété privée isolée dans les collines de Malibu. Courtney attendait dans un salon, nerveuse, fumant cigarette sur cigarette. Quand Léo entra, accompagné de ses parents, le temps sembla s'arrêter. L'enfant la regarda avec des yeux qui portaient le poids d'une vie entière. « Courtney, murmura-t-il, ma rockstar sauvage, tu es toujours aussi belle, même avec toute cette douleur dans tes yeux. » Courtney éclata en sanglots. Elle tomba à genoux et Léo s'approcha d'elle, posant sa petite main sur son épaule. « Je sais que tu as souffert. Je sais que le monde t'a accusé, t'a haï, t'a rendu responsable. Mais ce n'était pas ta faute. Rien de tout ça n'était ta faute. J'étais déjà brisé bien avant de te rencontrer. Tu as essayé de me sauver, mais personne ne pouvait me sauver de moi-même. » Courtney serra Léo dans ses bras, sanglotant de manière incontrôlable. Pendant 2 heures, ils parlèrent en privé. Les parents de Léo et les assistants de Courtney attendaient à l'extérieur. Personne ne sait exactement ce qui fut dit durant ces 120 minutes. Mais quand la porte s'ouvrit enfin, Courtney était transformée. Son visage, habituellement marqué par des années de douleur et de scandale, rayonnait d'une paix qu'on ne lui avait pas vue depuis des décennies.
Elle fit une déclaration publique le lendemain qui fit la une de tous les médias du monde. « J'ai passé 22 ans à porter le poids de la mort de Kurt. Le monde m'a accusée, m'a traité de meurtrière, m'a détruite. Mais aujourd'hui, j'ai reçu le pardon que j'attendais depuis si longtemps. Je ne peux pas expliquer rationnellement ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que j'ai parlé avec l'âme de Kurt Cobain. Il est venu, à travers cet enfant innocent, pour nous libérer tous de notre culpabilité et de notre douleur. » En juillet 2016, Frances Bean Cobain, la fille de Kurt et Courtney, alors âgée de 23 ans, accepta finalement de rencontrer Léo. Elle avait suivi l'histoire avec un mélange de fascination et de terreur. La rencontre fut organisée dans le plus grand secret dans une galerie d'art de New York où Frances travaillait. Léo entra timidement, intimidé pour la première fois. Devant lui se tenait la fille qu'il avait connue comme bébé. « Frances, dit-il doucement, ma petite Bean, tu es devenue une femme magnifique. » Frances sentit ses jambes trembler. Ce surnom, Bean, c'était le surnom que son père utilisait exclusivement pour elle, un surnom qu'elle gardait privé, qu'elle n'avait jamais partagé publiquement. « Comment connais-tu ce nom ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Parce que c'est moi qui te l'ai donné, » répondit Léo. « Quand tu étais dans les bras de ta mère à l'hôpital, tu étais si petite, si fragile. Tu ressemblais à un petit haricot, Bean. Ma petite Bean, et je t'ai promis que je te protégerai toujours. » Frances s'effondra en pleurs. Léo s'approcha et la serra dans ses bras, cet enfant de 6 ans consolant une femme adulte. « Je suis désolé de t'avoir quitté si tôt. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour te voir grandir. Mais je veux que tu saches que j'ai toujours été fier de toi. Tu es devenue exactement ce que j'espérais. Une artiste libre, courageuse, qui n'a pas peur d'être elle-même. » Frances pleura pendant ce qui sembla une éternité. Puis elle demanda à Léo quelque chose que personne d'autre ne savait. « La dernière nuit, avant ta mort, tu m'as laissé quelque chose, une cassette audio cachée dans ma chambre d'enfant. Maman ne l'a jamais trouvée. Je l'ai découverte des années plus tard. Tu te souviens de ce que tu disais sur cette cassette ?» Léo ferma les yeux, concentré. « Oui, je te disais que peu importe ce qui arriverait, tu devais rester forte. Je te disais de ne jamais laisser le monde définir qui tu es. Je te chantais une berceuse que je n'avais jamais enregistrée. Et à la fin, je te disais que même si je partais, une partie de moi resterait toujours avec toi. » Frances sortit de son sac une vieille cassette audio. « C'est celle-ci. Personne au monde ne sait qu'elle existe. Personne sauf toi et moi maintenant. » Elle la tendit à Léo. « Garde-la. C'est la preuve que tu es vraiment revenu. » En août 2016, Léo commença à perdre ses souvenirs de Kurt Cobain. Le phénomène se produisit graduellement. D'abord, il oublia les détails techniques des chansons, puis les noms des gens qu'il avait connus. Ensuite, les émotions commencèrent à s'estomper. Ses parents observaient avec un mélange de soulagement et de tristesse leur fils redevenir progressivement un enfant normal. Un soir de septembre, Jennifer demanda à Léo « Tu te souviens encore de Kurt ?» Léo réfléchit longuement. « C'est comme un rêve maintenant, maman. Je sais qu'il était important. Je sais qu'il avait quelque chose à dire. Mais je ne me souviens plus exactement de quoi. C'est comme si quelqu'un effaçait doucement un tableau noir dans ma tête. » En octobre 2016, 6 mois après que la chanson « The Bridge Between Worlds » eut bouleversé le monde, Léo ne se souvenait plus de rien. Il était redevenu un garçon de 6 ans ordinaire, obsédé par les super-héros et les jeux vidéo. Mais quelque chose était resté, une sensibilité musicale inhabituelle, une empathie profonde pour les autres. Et parfois, tard dans la nuit, Jennifer l'entendait fredonner des mélodies mélancoliques qu'il ne se souvenait pas d'avoir créées. L'impact de cette histoire extraordinaire se fit sentir pendant des années. La chanson « The Bridge Between Worlds » devint un hymne pour tous ceux qui luttaient contre la dépression et les pensées suicidaires. Les royalties de la chanson furent intégralement reversées à des organisations de prévention du suicide. Chris Novoselic, Dave Grohl et d'autres musiciens créèrent la Fondation Kurt Cobain pour la santé mentale, une organisation qui continue d'aider des milliers de personnes chaque année. Courtney Love, libérée enfin du poids de la culpabilité et des accusations, put reconstruire sa vie
et sa carrière artistique. Frances Bean Cobain devint une artiste reconnue, créant des œuvres qui exploraient les thèmes de la perte, du pardon et de la continuité de l'âme. En avril 2024, 30 ans après la découverte du corps de Kurt Cobain et 8 ans après le phénomène Léo, une cérémonie spéciale fut organisée au Museum of Pop Culture de Seattle. Léo, maintenant âgé de 14 ans, fut invité comme invité d'honneur. Il ne se souvenait plus vraiment de ce qui s'était passé quand il avait 6 ans. Il connaissait l'histoire, bien sûr. Ses parents la lui avaient racontée. Il avait regardé les vidéos, écouté les enregistrements. Mais dans sa mémoire consciente, tout cela semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Sur scène, devant des centaines de personnes, Krist Novoselic s'approcha du microphone. Il y a 8 ans, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Un enfant nous a ramené notre ami disparu, ne serait-ce que pour un instant. Il nous a donné le cadeau du pardon et de la guérison. Aujourd'hui, nous honorons non seulement la mémoire de Kurt Cobain, mais aussi le mystère de ce qui nous relie tous au-delà de la mort. Dave Grohl monta sur scène à son tour. Je ne sais toujours pas comment expliquer ce qui s'est passé, mais je sais que cela a changé ma vie. Cela m'a permis de faire la paix avec le passé et de continuer à créer de la musique avec un cœur plus léger. Courtney Love prit la parole, ému. Kurt est venu nous dire qu'il ne nous en voulait pas, qu'il voulait juste que nous soyons libres, et c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait nous offrir. Frances Bean Cobain fut la dernière à parler. Mon père m'a manqué chaque jour de ma vie, mais grâce à ce miracle inexplicable, j'ai pu lui dire au revoir. J'ai pu entendre qu'il était fier de moi, et maintenant je peux continuer à vivre sans ce poids dans le cœur. Léo monta sur scène à la fin, gêné par toute cette attention. Il s'approcha du microphone. Je ne me souviens pas vraiment de tout ça. Mais si c'est vrai, si Kurt Cobain a vraiment utilisé ma voix pour parler une dernière fois, alors je suis honoré d'avoir pu être son messager. Et j'espère que son message a aidé les gens à guérir. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de Seattle, les lumières de la ville brillaient comme des millions d'âmes connectées. Dans un appartement du centre-ville, une jeune femme qui avait prévu de mettre fin à ses jours écouta The Bridge Between Worlds et décida de donner une chance de plus à la vie. Dans une maison de banlieue, un père en deuil de son fils suicidé trouva enfin la force de pardonner. Dans un studio d'enregistrement, un jeune musicien dépressif composa sa première chanson en des années. L'âme de Kurt Cobain, à travers ce miracle impossible, continua de toucher des vies, de guérir des blessures, de transformer la douleur en art. Et Léo, cet enfant ordinaire qui avait servi de pont entre les mondes, grandit pour devenir un jeune homme sensible et attentionné, portant en lui, même sans s'en souvenir consciemment, l'héritage de l'un des plus grands artistes de sa génération. Aujourd'hui encore, si vous vous promenez dans les rues de Seattle par une nuit pluvieuse, si vous écoutez attentivement le vent qui souffle depuis Puget Sound, vous pourriez entendre, quelque part entre le réel et l'impossible, une mélodie familière. Une voix rauque et mélancolique qui chante des mots de regret, de pardon et d'espoir éternel. Parce que certaines âmes, certains messages, certains héritages sont trop puissants pour être contenus par la mort. Ils trouvent toujours un chemin pour revenir, pour guérir, pour nous rappeler que l'amour et l'art sont les seules choses qui survivent vraiment à notre passage sur cette terre. Kurt Cobain est revenu. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et maintenant, enfin, il peut reposer en paix. Quelque part, dans une dimension que nous ne pouvons pas voir, une guitare résonne une dernière fois, puis le silence. Un silence enfin paisible, enfin libéré, enfin complet.